Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Maître de Castelnau nous surprendra toujours et ce n'est pas le début d'une fable. La dernière fois que nous le recevions, il nous expliquait pourquoi l'ouverture de 3 enquêtes par le parquet national financier sur l'affaire McKinsey n'était pas forcément une bonne nouvelle. L'ouverture de nouvelles enquêtes sur l'affaire McKinsey n'était pas une bonne nouvelle pour Maître de Castelnau. Aujourd'hui, et il y a quelques jours d'ailleurs, nous avions pu lire le chapeau d'un article pour la revue Front Populaire, l'excellente revue Front Populaire, signé encore de Régis de Castelnau. Je vous lis ce chapeau. Derrière les apparences, l'annulation de la mise en examen d'Agnès Buzyn dans l'affaire de la gestion de la pandémie de Covid-19 est une bonne nouvelle pour ce qu'il reste de notre démocratie. Alors je rappelle pour nos auditeurs les dernières actualités judiciaires concernant Agnès Buzyn. Donc dans cet arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a annulé la mise en examen pour mise en danger d'autrui d'Agnès Buzyn. C'est une mise en examen qui avait été décidée le 10 septembre 2021 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Et la Cour de justice de la République, je vous le rappelle, c'est cette juridiction d'exception qui est chargée de juger des crimes et délits, mais commis par les ministres et dans l'exercice de leurs fonctions. En l'espèce, vous l'avez compris, la mise en examen de cet ex-ministre de la Santé faisait suite à de très nombreuses plaintes. D'ailleurs, on avait reçu ici des plaignants émanant de médecins, de syndicats, de familles de malades et de patients qui mettaient en cause la gestion de la crise sanitaire par cette ministre de la Santé liée à la pandémie de la Covid-19 et qui l'accusaient même de mise en danger d'autrui. Alors comment, aujourd'hui, Maître de Castelnau peut nous expliquer que cette annulation de cette mise en examen est une bonne nouvelle? Eh bien, on va lui poser la question. Bonjour, Maître de Castelnau. Bonjour Clémence. Et je rappelle, vous êtes donc... Je vais commencer par répondre à ce que vous avez dit concernant les enquêtes McKinsey. On en est où dans McKinsey? Il se passe quoi? Rigoureusement rien. Ah oui. Et nos amis les magistrats font de la diversion. Et l'affaire Buzyn en était une, au lieu de s'occuper des affaires importantes. Donc la fulgurance de l'affaire Fillon, c'est pour Fillon. Et pour les opposants à Monsieur Macron. Alors, justement, on va revenir, on va tout reprendre dans l'ordre. Je rappelle seulement pour nos auditeurs, vous êtes avocat, ça on l'a bien compris, auteur également du blog Vue du droit et donc et auteur de ce livre qui est tout à fait en lien encore une fois avec ce sujet que nous abordons aujourd'hui, de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, le problème de l'affaire Buzyn, il y a eu des milliers de plaintes. Cette pandémie a été gérée en dépit du bon sens, par des incompétents, des incapables et, j'insiste, des corrompus. Parce que Madame von der Leyen qui refuse... Alors, là, je parle de Madame von der Leyen qui refuse de communiquer les SMS avec le patron de Pfizer. Enfin, on en reparlera et tout ça viendra au jour. Mais... lorsque Madame Buzyn, qui a démissionné assez tôt du ministère de la Santé, a été un peu jetée comme une espèce de bouc émissaire pour qu'on laisse tranquille Monsieur Véran, qu'on laisse tranquille bien évidemment Emmanuel Macron, etc., etc. Donc on a eu effectivement un bouc émissaire. Personnellement, je pense que Madame Buzyn est une calamité politique. Elle a été recasée à l'OMS, évidemment. Oui. Elle appartient à ce monde-là. Et elle va rejoindre la Cour des comptes, là. Oui. Voilà, voyons, on va aller pantoufler tranquillement, etc., malgré toutes les fautes qui ont été commises. Le problème des fautes, c'est qu'elles relèvent du contrôle du Parlement et du peuple. Ce sont des questions politiques. Et demander à la justice de régler des comptes politiques, c'est la dernière des choses à faire. Pourquoi est-ce que cette annulation est une bonne nouvelle? C'est qu'enfin, sur cette affaire, mais non, l'hirondelle ne fait pas le printemps, la Cour de cassation respecte le droit. Madame Buzyn a été mise en examen pour mise en danger délibéré d'autrui, vous l'avez rappelé, mais je vais rappeler le reste du texte. Je le connais un peu, Clémence, j'ai enseigné la matière à Paris 2, à l'université. Donc, c'est par mise en danger délibéré d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Je vais prendre un petit exemple. Une limitation de vitesse à 50 km/h dans une agglomération est une obligation particulière de sécurité. Si vous la violez, vous commettez cette infraction. C'est pas la peine qu'il y ait eu un dommage,
Il suffit que vous ayez violé une obligation particulière de sécurité. Concernant le mois de janvier 2020, expliquez-moi quelles étaient les obligations particulières de sécurité qui concernaient la gestion du Covid. Alors j'en ai une. Je vous propose d'écouter Agnès Buzyn, ministre de la Santé alors, en janvier 2020, et on va commenter ensuite. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Voilà, donc vous entendez Agnès Buzyn nous expliquer que tout risque d'importation de virus depuis Wuhan est impossible jusqu'à chez nous. Et donc, d'ailleurs, la conclusion, c'était « nous n'avons pas besoin de fermer les frontières ». Peut-être que fermer les frontières à ce moment-là nous aurait permis de ne pas fermer nos propres frontières au seuil de notre porte. Oui. Clémence, dites-moi quel est le texte du Code pénal qui fait obligation à Madame Buzyn de fermer les frontières si elle a des informations qu'elle comprend mal, qui viennent de Busan, qui viennent de Chine. Non, il n'y a pas de texte, je suis désolé. La loi, c'est la loi. Et cette mise en examen n'aurait rien pu donner. En revanche, et comme par hasard, cette mise en examen qui a été faite par des magistrats, par ceux qui veulent faire de la politique, les mêmes qui ont fait le raid pour Fillon, je suis très ferme quand je dis ça, eh bien, si vous voulez, tout ça se réglera dans le cadre, oui, d'une procédure où il faudra que les gouvernants, dont Madame Buzyn, répondent des fautes qu'ils ont commises et que vous venez d'évoquer avec cet extrait. Il y en a d'autres, évidemment, de choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas faites, dès lors qu'on viendra sur le terrain qui est le bon terrain, qui est celui des homicides et coups et blessures involontaires. On ne va pas rentrer dans des détails techniques mais qui vont nécessiter des expertises, qui vont nécessiter la preuve des liens de causalité entre les dommages qui ont été subis par les malades, les décès, etc., les Covid longs, et les mesures prises ou pas prises. Avoir fait cette mise en examen était un moyen d'accrocher une espèce de cible comme ça à une des plus pitoyables de la bande, ce qui était Madame Buzyn. Moi, je n'aime pas quand les magistrats prennent des libertés avec la loi. Avec le texte, ils sont pas là pour faire de la politique, ils sont pas là pour dire que Madame Buzyn est méchante, ils sont là pour appliquer le droit. Et si vous voulez, c'est la troisième fois que je parle de Fillon, c'est que dans l'affaire Fillon, la loi a été violée avec l'approbation postérieure de la Cour de cassation. La loi a été violée dans un certain nombre de domaines, et dans d'autres affaires, par exemple dans la fameuse affaire dite des écoutes de Nicolas Sarkozy, la violation du secret de la communication entre les avocats et leurs clients a été violée. La Cour de cassation a trouvé ça formidable. C'est-à-dire qu'elle choisit ses cibles politiques. Et excusez-moi, quand les hauts magistrats choisiront véritablement de prendre comme cible ceux qui ont commis des infractions graves, et je pense à l'affaire McKinsey, je pense aux conditions de la campagne présidentielle de 2017 et de 2022. Là, je les reprendrai au sérieux. En attendant qu'il respecte le droit et il restaure une application rigoureuse, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et j'insiste aussi pour dire que la gestion de la pandémie Covid, la façon dont elle a été faite, que je considère comme calamiteuse, je suis d'accord, avec ça, fautive et qui engage lourdement leurs responsabilités. Mais c'est d'abord et avant tout un problème politique. Et je vous rappelle que le grand ordonnateur de la catastrophe, il s'appelle Emmanuel Macron et qu'il a été réélu président de la République avec 58% des voix. Alors moi j'aime bien quand j'entends des Français qui disent « Ah oui, ça y est, la Cour de cassation protège Buzyn », ils ont tous voté Macron. Donc, faudrait savoir ce que vous voulez. Mener ce combat politique, c'est pas devant la Cour de justice de la République, c'est au Parlement que ça doit se faire. Alors, et vous l'avez vu récemment.
vous l'avez vu, et puis je vais vous laisser tranquille, ma pauvre, sur ces leçons politiques. Hein. J'ai pas remarqué que actuellement, alors que Emmanuel Macron et son parti sont minoritaires à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des motions de censure qui soient votées. Hein. Oui. C'est ça, c'est la politique. C'est ça la façon de contrôler le pouvoir. Voilà. D'accord. Alors, c'était mon propos. Oui, j'ai bien compris. Alors, si je vous résume, pour nos auditeurs, plusieurs choses. D'abord, en fait, finalement, mauvais motif invoqué par la Cour de justice de la République, puisqu'on parlait de mise en danger d'autrui, et vous dites qu'il fallait plutôt aller du côté de l'homicide pour coups et blessures involontaires, première chose. Deuxième chose, finalement, on a pris Agnès Buzyn comme une forme de bouc émissaire, peut-être pour faire du bruit d'ailleurs autour d'elle et faire oublier les principaux protagonistes de ces affaires. C'est bien ça ? Bien sûr, c'était une opération de diversion. Et puis, c'était pour les magistrats une façon de rappeler que, si vous voulez, ils font de la politique tous les jours. Hein, mais ils font pas de la politique parce que l'exécutif leur demande. Ils font de la politique par rapport à leur idéologie propre. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Dorier, je vais pas intervenir dessus, mais ils ont leur idéologie, ils ont leur vision politique. Oui, et c'est à partir de là qu'ils se déterminent. Donc, dès qu'ils peuvent faire un carton sur un politique qui n'est pas essentiel, ils ont fait élire Macron en 2017, c'est pas pour lui faire des misères aujourd'hui, voyons. Hein, donc, effectivement, je n'aime pas cette façon de procéder. D'accord. Une question quand même concernant Agnès Buzyn. Il y avait d'autres choses qui pouvaient être posées comme question autour d'elle et j'aimerais savoir, je vais vous les citer, j'aimerais savoir donc où peuvent se dérouler ces poursuites, enfin en tout cas ces explications. Est-ce que ça doit être dans le domaine judiciaire ou politique comme vous l'avez dit? Donc je rappelle que notamment les frontières vers la Chine n'ont pas été fermées. Bon, peut-être qu'elles auraient dû l'être à un temps. Elle a quitté son ministère pour se présenter aux élections municipales très vite, mais elle avait tout de même des liens conjugaux avec Yves Lévy qui lui-même était à l'initiative de la construction du laboratoire P4 de Wuhan. Est-ce que cela a pu influencer sa gestion de la crise sanitaire? C'est aussi des questions qui se posent. Et puis, elle a également retiré l'hydroxychloroquine de la vente libre en janvier 2020, en expliquant d'ailleurs, avec une explication assez légère, qu'il ne fallait pas prendre trop de médicaments, alors que c'est une molécule qui est dans le domaine public depuis plus de 70 ans. Voilà, et qui a été reconnue après coup comme étant, alors il n'y avait pas que le protocole Raoult, il y en avait d'autres comme étant une molécule qui avait été utile, en tout cas dans les préventions de la maladie. Donc toutes ces questions-là, comment vont-elles être réglées aujourd'hui si vous nous dites qu'il ne faut pas faire appel à la Cour de justice de la République? Est-ce que tout simplement il faut savoir... Non, oui. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je vais pointer les deux infractions qui résultent de votre propos. Première infraction, les possibles conflits d'intérêts de son époux et elle par conséquent directement son époux et elle indirectement, c'est la prise illégale d'intérêts. Hein, c'est la même matière dont je parlais tout à l'heure, hein, du droit pénal, de la gestion publique. Eh bien, la Cour de justice de la République, elle peut parfaitement être saisie d'une procédure pour prise illégale d'intérêt à l'encontre de Madame Buzyn. Ça, c'est la première. La deuxième, sur le retrait de l'hydroxychloroquine, effectivement, c'est l'autre infraction, homicide et coups et blessures involontaires. Hein, elle n'avait pas d'obligation de laisser d'obligation autre que politique et morale, hein, mais elle n'avait pas d'obligation juridique de la laisser, mais en le retirant, elle a commis une faute. Et les conséquences ont pu en être effectivement des décès, des aggravations de l'état de santé des gens contaminés, etc., etc. Et là, elle devra en répondre, et ça c'est commencé, hein, elle devra en répondre devant la Cour de justice pour homicide et coups et blessures involontaires. Je tiens à l'homicide, hein. D'accord. Donc ça, en fait, vous nous dites, c'est tout simplement, encore une fois, une question d'orientation en fonction des motifs et des plaintes posées. Donc, oui, on comprend qu'il y a eu, si ce n'est un dévoiement volontaire, au moins une faute de la part de la Cour de justice de la République au départ sur le motif de mise en danger d'autrui qui a été évoqué. Et pour finir, donc... Oui, et c'était d'autant plus critiquable que ça n'avait aucune espèce de valeur judiciaire, ça n'aurait mené
menait nulle part, mais c'était de faire une diversion, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est ça qui me gêne. Je n'aime pas quand les magistrats font de la politique. Voilà. Et donc, je reviens à cette idée de diversion. La diversion ayant fonctionné, aujourd'hui, par où la justice doit-elle arriver ? Vous avez parlé également du Parlement qui devrait remplir ses fonctions. On attend un peu, ça c'est côté politique. Et côté judiciaire, que peut-on attendre aujourd'hui ? Que devrait-on attendre ? Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une commission d'instruction de la Cour de justice de la République qui est dirigée par des magistrats. Avant, il y avait dans la commission, dans le travail d'instruction, les parlementaires étaient représentés. Maintenant, ils ne sont que dans la composition de jugement. Donc, il faut que cette affaire se poursuive. Le problème, si vous voulez, ça va être le lien de causalité entre les fautes commises et des dommages constatés. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, qui est un précédent extrêmement intéressant, extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a reproché aux élus ? On leur a reproché d'avoir laissé des transfusions pour des lots de sang qui n'avaient pas été chauffés. Le fait de chauffer les lots de sang était le moyen de désactiver le virus. Sachant que cette procédure permettait d'éviter les risques, ils n'ont pas pris cette décision. Et là, je suis désolé, avec les hémophiles, qui étaient les premiers concernés, le nombre de décès qu'il y a eu, le nombre de maladies graves, etc., ont pu être tout à fait établis. On était dans les homicides et blessures involontaires, et c'était quoi ? Le lien de causalité. Vous n'avez pas obligé à chauffer les lots de sang, les gens ont été contaminés, sont morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous n'avez pas pris les mesures concernant, par exemple, vous avez retiré du marché l'hydroxychloroquine qui aurait pu sauver des vies. Donc, effectivement, on va, en identifiant ces cas-là, on va pouvoir vous poursuivre, pour homicide involontaire. Le problème, c'est la durée, ce sont les expertises, et puis... c'est sur si vous voulez, la volonté des magistrats d'être, parce que c'est tout le système Macron qui est en cause, d'être, je veux dire, critique avec Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle je pense que une des pistes aussi pour venir en complément de ce travail judiciaire, ce serait les commissions d'enquête parlementaires. Oui, surtout qu'on sait qu'il y a eu quelques commissions d'enquête, notamment au Sénat, qui font leur travail. Merci beaucoup Régis de Castelnau, avocat, auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.